Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une longue vidéo donc sur l'anxiété de séparation où je vais vous parler de A à Z, donc sous un format qui va être composé principalement de conseils et de choses à faire en pratique, mais on va également parler de qu'est-ce que c'est que l'anxiété de séparation, où je vais vous donner des exemples vidéo pour que vous puissiez voir concrètement ce que c'est. Et puis pourquoi ça arrive chez nos chiens. Donc ça sera une partie courte et ensuite on va voir donc comment supprimer ce problème avec plein de conseils pour le quotidien, lors des départs, de l'entraînement, et puis pour éviter les erreurs aussi qu'on a tendance à faire nous en tant qu'humains par rapport aux conseils qu'on reçoit un petit peu de partout. Donc sachez avant que je commence cette vidéo que je suis éducatrice et comportementaliste canin, que j'ai un diplôme, que j'exerce et donc j'ai rencontré, j'ai pu voir pas mal de familles qui ont eu des chiens en anxiété de séparation chez qui j'ai résolu ce problème-là, mais j'ai vécu aussi en tant qu'humaine, en tant que propriétaire de chien, en tant que personne qui vit dans la vie de tous les jours avec un chien, j'ai eu ce souci d'anxiété de séparation avec Sacha, donc qui m'a explosé le canapé, qui nageait dans les confettis de coussins et qui hurlait. Donc j'ai reçu des mots des voisins, j'ai moi aussi eu la boule au ventre en rentrant chez moi. Donc sachez qu'en faisant cette vidéo, je vous donne une part également de ce que j'ai pu mettre en place et des émotions que vous ressentez aujourd'hui, je les ai ressenties. Donc voilà, je vous comprends dans votre détresse, je vous comprends dans vos difficultés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour espérer vous aider au quotidien, pour que ça aille un petit peu mieux chez vous et puis que ça aille bien et pour votre chien qui stresse d'être tout seul et pour vous donc qui stressez en ouvrant la porte. Est-ce que mon chien a hurlé toute la journée, est-ce que je vais retrouver un mot sur ma porte, ou est-ce que quand je ouvrirai la porte je vais retrouver avec un chien qui a bouffé les câbles électriques et qui est peut-être mal en point par terre, est-ce que je vais avoir le canapé complètement explosé alors que je viens de le racheter. Donc je comprends ce sentiment de stress, pas d'anxiété mais d'appréhension quand vous allez rentrer chez vous, ça je l'ai vécu. Donc tout ce que je vais vous donner là sont des exercices et des choses que j'ai mis en place sur pas mal de chiens. Donc à vous de piocher un petit peu parce qu'il n'y a pas de méthode universelle, on va dire. Il y a des choses qui fonctionneront plus ou moins sur certains chiens, mais à vous de piocher un petit peu sur ce que je vais vous proposer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Donc la première chose que je vous conseille, c'est de prendre un carnet, un petit calepin ou quelque chose avec un crayon, parce que on va parler grosso modo de qu'est-ce que c'est que cette anxiété de séparation et de pourquoi c'est arrivé, comment ça vient, dans une petite partie, ça sera pas très long, mais surtout je vais vous donner beaucoup de conseils, donc il faut vraiment de quoi noter, sinon vous allez tout oublier et devoir revoir 30 minutes de vidéo, donc ça serait quand même un peu embêtant. Donc je vous conseille de prendre un calepin pour pouvoir noter. Donc je commence cette fois-ci, plutôt que blablater. Du coup, l'anxiété de séparation, qu'est-ce que c'est? Donc l'anxiété de séparation, c'est pas juste un petit problème, c'est pas juste mon chien... quand je pars, il gratte un peu à la porte. Quand je pars, mon chien aboie un petit peu, une minute. Non, l'anxiété de séparation, c'est vraiment un état anxieux, donc un état de stress général chez cet individu-là, qui va le mettre dans une situation émotionnelle tellement intense que cet animal-là va être capable de proposer des comportements pour nous indésirables, mais pour lui qui sont, on va dire, dont il a besoin en fait pour libérer cette émotion. Donc on va retrouver la destruction qui est bien sûr fréquente et qui est très embêtante, des aboiements qui est aussi fréquente et très embêtante. On peut retrouver un peu moins fréquemment de l'automutilation, donc des chiens qui se lèchent, qui se mordent. On peut retrouver des chiens qui vont faire de ce qu'on appelle du pica entre guillemets, c'est-à-dire bouffer tout ce qu'ils trouvent, même si ça se mange pas, l'avaler, et donc on soit obligé d'aller chez le vétérinaire après. On peut retrouver des chiens qui font leurs besoins un peu partout, on peut retrouver des chiens qui grattent la porte, qui couinent, on peut retrouver pas mal de choses, ou même tout simplement un chien qui dit rien mais qui est dans un mal-être profond, qui est tétanisé, qui bouge pas dans son panier. Mais voilà, c'est pas simplement un chien qui a du mal à rester seul, un chien qui fait de l'anxiété de séparation. Un chien qui fait de l'anxiété de séparation, c'est un individu qui est dans une détresse vraiment très profonde lorsqu'il se retrouve seul. Donc ça relève bien souvent d'un manque d'autonomie, d'un manque d'individualité, donc c'est-à-dire le chien qui va avoir besoin de votre présence, parce qu'en fait c'est comme si vous n'étiez qu'un, si on veut. Cet animal-là, il n'est pas lui, il vit à travers vous bien souvent, pas tout le temps, et donc en fait de plus vous avoir, c'est comme s'il perdait tous ses repères, et donc il ne sait pas comment faire. Et donc pour exprimer ce mal-être, non pas pour se venger, non pas pour vous tirer forcément un panneau d'alerte, peut-être simplement pour extérioriser des émotions, va se mettre à faire des dégâts à la maison, aboyer, hurler, convoquer une réunion de voisins juste après. Enfin voilà, il va montrer sa détresse
d'une façon qui ne va pas nous aller, mais cette anxiété de séparation, ce n'est pas les symptômes qui vont poser problème, c'est-à-dire que la destruction, l'aboiement, ce sont des symptômes. Le problème qu'on va avoir, c'est vraiment le stress de cet animal qui est juste pas cool, quoi, qui est invivable pour cet animal-là, au point où il va produire des comportements assez intenses, on va dire. Donc voilà ce que c'est l'anxiété de séparation. Donc je vais vous mettre quelques vidéos donc à la suite pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà du coup pour la partie qu'est-ce que l'anxiété de séparation. Maintenant on va voir un petit peu d'où est-ce que ça vient rapidement. La première chose à savoir, c'est que l'anxiété de séparation, ça vient pas à magie. Bien souvent, en fait, quand on a un chiot, on a un apprentissage à faire, donc là il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent. Le chiot ne sait pas rester seul lorsque vous l'adoptez. Il faut de la patience. J'ai en ce moment des chiots, j'en ai plusieurs, qui sont en éducation. Il y en a certains qui sont un peu plus en galère au niveau de l'apprentissage de la solitude. Il y en a qui sont un peu plus cool au niveau de l'apprentissage de la solitude. Il y en a c'est moyen. Enfin voilà, ils ont chacun leur sensibilité. Et l'apprentissage de la solitude chez le chiot, ça va vraiment être fondamental pour avoir un chien équilibré et qui sait être autonome et rester seul à l'âge adulte. Donc c'est important de bien considérer le fait que cet apprentissage de la solitude, s'il est mal fait, on peut avoir de l'anxiété de séparation derrière. Donc qu'est-ce que j'entends par un apprentissage de la solitude qui est mal fait? Donc on verra les erreurs à éviter plus tard, mais je vais vous expliquer grosso modo. Ça va être par exemple un chiot qu'on laisse hurler et couiner toute la nuit parce que notre vétérinaire, notre éducateur, le voisin nous a dit qu'il fallait le laisser pleurer, que c'était du patafoin. Ce chiot-là, vous êtes en train de lui apprendre qu'en fait, être tout seul, ça fait extrêmement peur, et du coup vous êtes en train de lui apprendre à vous suivre de partout au cas où il se retrouve de nouveau tout seul, à avoir peur du noir également, puisque c'est la nuit bien souvent et qu'il fait noir la nuit, que lorsque vous êtes loin de son champ de vision, vous allez en fait, quand vous le laissez tout seul, on en reparlera un petit peu plus tard, mais lorsque vous le laissez en détresse, parce que c'est de la détresse, c'est pas du patafoin, un chiot ça fait pas du patafoin quand vous venez de l'avoir, mais quand vous le laissez en détresse tout seul dans un espace, ce chiot là, quand il est en peur, en stress, il sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol. Cette hormone-là, c'est l'hormone du stress, entre guillemets. Et cette cortisol va se sécréter dans cette situation-là, la solitude. Et le noir, et la nuit, etc. Donc vous êtes en train d'apprendre à votre chien, de conditionner votre chien à sécréter cette hormone dans ce genre de situation. Lorsque votre chien va vous perdre de vue, cette hormone va automatiquement se resécréter. Et vous allez retomber sur un chien, même s'il n'y a que dalle, même si c'est pas grave, vous êtes juste allé dans la cuisine, qui va entrer dans une panique folle et qui va vous suivre de partout, tout simplement parce que il est dans un stress pas possible en fait, d'être tout seul. Parce que vous lui avez appris que d'être seul, c'est horrible, c'est abominable. Et c'est pas ça qu'il faut lui apprendre à votre chien, c'est l'inverse, que d'être seul, c'est super chouette. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Donc voilà. C'était la petite parenthèse, mais sachez qu'un chien qui a de l'anxiété de séparation, bien souvent, c'est dû à un mauvais apprentissage. Ça peut être dû également donc à un vécu difficile. Donc Sacha, par exemple, a été attaché pendant plusieurs années, puis il a été trimballé, il a été mal nourri aussi, donc il était en train de mourir de faim. Ils l'ont récupéré, ils l'ont trimballé à l'association, puis de l'association, il est resté avec d'autres copains chiens qu'il connaissait pas. Il y avait des gens qui venaient, qui partaient. Puis après, il est allé chez un humain. Cet humain l'a choyé. Il avait pris une petite semaine. J'avais pris une semaine de repos pour m'occuper de lui. J'étais là, je nourrissais, donc je faisais déjà du travail pour qu'il reste seul, parce que bien souvent les chiens d'assaut ou même les chiots, ils ont besoin d'apprendre à être seuls si on veut. Donc voilà, je m'occupais de lui, j'étais là pour le rassurer, je suis devenue un pilier. Puis quand le pilier il est parti travailler, et ben le Sacha il a tout mangé dans l'appartement. Voilà. Donc j'étais obligée d'aller travailler au bout d'un moment. Et j'avais pas forcément vu mon erreur, j'avais pas forcément vu que mon chien était dans un état de stress. Puis je pense qu'en partant, j'ai dû moi aussi montrer peut-être des indices du fait que j'allais partir pendant un plus long moment que lorsqu'on s'entraînait avec Sacha. Et donc je me suis retrouvée avec un chien qui a tout mangé dans mon appartement. Donc voilà, le vécu fait également qu'on peut avoir des chiens qui, surtout quand ils ont été abandonnés, vont avoir des difficultés à rester seuls. Donc voilà, ça c'est les plus grosses généralités. On peut avoir d'autres situations qui amènent dans l'anxiété de séparation, donc bon, je les connais pas toutes, mais ça c'est la généralité. On peut avoir des pathologies également, l'hyperattachement, donc ça, attention, c'est un terme médical, c'est un vétérinaire comportementaliste canin qui a le droit de diagnostiquer ça, pas n'importe qui. Donc voilà, j'en parlerai pas forcément aujourd'hui, mais ça c'est une pathologie aussi. Voilà, il y a pas mal de choses au niveau de l'anxiété de séparation qui peuvent le causer, mais grosso modo c'est un état de stress lié à une mauvaise association, un mauvais vécu, un apprentissage qui est mal fait. Voilà un petit peu du coup le pourquoi du comment. Maintenant on se retrouve pour la suite pour voir donc comment supprimer ce problème.
On se retrouve maintenant donc pour la partie conseil. Donc je sais c'est ce que vous attendez depuis le début, la plupart du temps c'est ça du moins, mais c'est important quand même de mettre un cadre autour de tout ça pour que vous puissiez comprendre réellement ce que c'est l'anxiété de séparation. Donc on va voir maintenant tout de suite comment on va faire pour adapter en premier le quotidien de notre chien. C'est-à-dire qu'un chien qui a un quotidien qui est mal fait, un environnement qui est pas bon ou quelque chose qui ne va pas en fait tout simplement, et ben ça va être un chien qui va être plus à même à être stressé lors de nos départs. Donc la première chose à savoir qui est quand même fondamentale, c'est de répondre aux besoins de notre chien. Sortez votre chien avant de partir au travail, avant de le laisser seul. Vous allez répondre à ses besoins olfactifs, donc sentir des odeurs, ça va l'apaiser. Vous allez lui permettre de répondre à ses besoins de dépenses physiques, d'être un peu plus fatigué lorsque vous rentrez. Et ça va assouvir ses besoins physiques. Ensuite, on va voir les besoins d'enrichissement mental, donc tout ce qui est mastication, activité de recherche, activité de réflexion, ça faites-en tous les jours, c'est important. Vous avez le groupe enrichissement mental du chien de compagnie qui est super pour ça et qui vous donnera plein de conseils, n'hésitez pas à le rejoindre. Ensuite, tout ce qu'on va pouvoir retrouver au niveau des besoins, donc ça va être la base des bases, bien nourrir le chien, bien lui donner à boire, lui proposer un abri, un environnement sécurisant, donc arrêter de gueuler pour rien, de faire peur au chien, faire en sorte peut-être, on verra tout à l'heure pour adapter l'environnement, mais peut-être de faire en sorte, s'il y a beaucoup de bruit dans votre immeuble, de mettre un petit son de fond, une radio ou quelque chose pour éviter que le chien se retrouve sans rien, puis paf, il y a quelque chose qui tombe dans l'immeuble et ça lui fait peur, quoi. Ça le réveille alors qu'il était tranquille et donc on peut se retrouver avec des destructions ou des aboiements. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre au niveau des besoins? Le besoin de repos, le besoin, enfin on a pas mal de besoins. Donc c'est important vraiment d'y répondre, notamment au niveau des besoins de dépenses mentales et physiques qui vont quand même beaucoup jouer sur ce problème-là. Donc voilà, c'est la première chose que j'ai à vous dire, c'est vraiment de répondre aux besoins de votre chien, c'est quelque chose de primordial pour son bien-être général. Ensuite, ce que je vais vous conseiller, c'est de renforcer les besoins d'autonomie de votre chien, c'est-à-dire que votre chien, il y a des moments où il faut lui foutre la paix. Il faut arrêter de le suivre partout, arrêter de vous inquiéter tout le temps. Votre chien, il est parti, oui, peut-être qu'il est en train de faire une bêtise, mais n'allez pas le rappeler toutes les 5 minutes, n'allez pas regarder toutes les 5 minutes ce qu'il fait, laissez-le tranquille, renforcez cette autonomie, au contraire. Donnez-lui plein de jouets à faire dans d'autres pièces, renforcer ses moments de solitude. Il est tranquille dans une pièce à côté. Oh, il y a une petite friandise qui vient d'apparaître. Donc, hop, vous jetez une petite friandise dans le salon. Pendant que vous étiez dans la cuisine. Votre chien a du mal à vous foutre la paix. Et ben, sa gamelle de croquettes, vous allez la mettre dans le couloir. Alors vous êtes en train de prendre une douche, par exemple. Je sais pas, faire en sorte vraiment de renforcer l'autonomie, faire en sorte de lui proposer des activités cool dans d'autres pièces, de le laisser seul, d'arrêter de le coller, parce que bien souvent les chiens qui ont peur parce qu'ils ont un chien anxieux, ils vont avoir tendance à vouloir le surprotéger et avoir peur de le laisser seul. Au contraire, apprenez-lui progressivement à trouver ça chouette d'être seul, donc laissez-lui la possibilité de trouver cette autonomie par lui-même. Ensuite, ce que je vais vous conseiller, c'est de renforcer l'éloignement physique. Donc, comme je disais tout à l'heure, faire en sorte de proposer des activités cool à faire à votre chien dans différentes pièces de la maison. Au lieu de le nourrir dans le salon, votre chien, nourrissez-le dans le couloir. Vous alternez un petit peu, vous changez pour qu'il ne s'approprie pas forcément cet espace-là, comme ça peut avoir une relation, on va dire, de défense avec la nourriture. Donc, n'hésitez pas à varier un petit peu les places de la gamelle. Mais proposez-lui, par exemple, la gamelle dans le couloir, un tapis de fouille dans le bureau. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? La gamelle d'eau, elle a qu'à être dans le salon. Les jouets pouic-pouic, ils ont qu'à être dans la salle de jeu. Enfin voilà, vraiment faire en sorte de proposer plein d'activités différentes et variées dans chaque pièce, et vous allez les bouger un petit peu pour forcer votre chien à se déplacer, notamment pour l'eau et pour la nourriture. Faites en sorte que votre chien soit obligé, s'il veut aller manger, s'il veut aller boire, d'aller dans d'autres pièces. Attention, il y a certains chiens qui vont être très anxieux. C'est Bounty qui essaie de crocheter la grille. Il y a certains chiens qui vont être très anxieux, et donc le fait de foutre la gamelle dans un coin, ils vont pas forcément y aller, d'accord? Donc si vous avez un chien dans ce genre de cas, ne psychotez pas, hein, n'allez pas vous dire « Oh, mon chien, il est comme ça » avant d'avoir essayé, hein. Mais si jamais c'est le cas, proposez la gamelle un tout petit peu plus loin de vous, puis progressivement vous la proposez de plus en plus loin. Faites ça progressivement si jamais votre chien a du mal. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? N'importe quoi. Voilà, en tout cas, faire en sorte d'éloigner les choses pour que votre chien soit obligé de se déplacer et de ne pas rester gluté à vous.
Ensuite, la deuxième chose que je vous propose, ça va être de proposer des jeux autonomes à votre chien, c'est-à-dire au lieu de le nourrir dans sa gamelle, vous pouvez mettre des activités d'occupation, un tapis de fouille avec les croquettes dedans, un Kong avec des croquettes dedans, un Kong culbuto avec des croquettes dedans, faire en sorte de répartir sa ration dans plein d'activités autonomes où il peut s'occuper seul, ça va lui permettre d'acquérir une forme d'autonomie dans ses occupations. Donc pour les chiens qui font de l'anxiété de séparation, ça va aider, mais également pour les chiens qui font des destructions ou des aboiements parce qu'ils s'ennuient. Donc ça arrive aussi. Donc pouvoir proposer plein de jeux autonomes, ça va être intéressant. Ensuite, ce que je vous conseille d'autre, qui va être important et qui va être surtout difficile dans les premiers temps pour les personnes qui sont un peu stressées par rapport à leur chien, ou même pour les chiens qui sont vraiment nerveux, ça va être de faire en sorte d'arrêter de laisser votre chien vous suivre de partout. C'est important. Faire en sorte de fermer vos portes, d'accord? C'est-à-dire vous allez aux toilettes, il n'est pas besoin d'être là le Max ou le Rex, il n'a pas besoin Kiki de vous suivre aux toilettes. Vous allez vous laver. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un Médor qui vous regarde vous laver comme ça? Non, il n'y a pas besoin. Donc faire en sorte de fermer la porte. Si jamais votre chien a des difficultés à ça, qu'il n'y arrive pas à vraiment que cette barrière l'empêche d'être bien, on voit un chien qui hurle, qui n'est pas bien et qui n'arrive pas à rester seul dans ce genre de contexte-là, que c'est trop difficile pour lui, on va parler tout à l'heure dans la partie entraînement donc de l'entraînement des faux départs. On verra comment on le fait, donc vous pourrez le faire exactement de la même façon sur chaque porte de votre maison. C'est-à-dire que nous on va le voir avec la porte d'entrée ou dans certains cas dans une espèce de pièce, donc par exemple Sacha, comme il faisait l'anxiété de séparation, cette pièce-là, c'était la pièce, on va dire, pour lui apprendre à rester seul et avoir confiance dans cet espace, puis progressivement lui laisser tout l'espace de vie, d'accord? Et bien vous pourrez commencer soit dans une pièce, en ouvrant, en fermant la porte progressivement, comme on le verra dans les faux départs de tout à l'heure, soit avec la porte d'entrée, on le verra comme ça. Mais pour les personnes qui ont des chiens qui, même pour aller aux toilettes, ont du mal, vous pourrez retravailler également de la même façon, mais avec les différentes portes de la maison, tout simplement. Mais voilà, c'est important de pouvoir aller au shop tranquille, de pouvoir aller se laver tranquille, de pouvoir faire la cuisine sans avoir un toutou qui vous regarde comme ça. Pas forcément dans l'espoir d'avoir un bout de poulet, bon, c'est intéressant, mais bon, dans le fait de ne pas vous perdre. Donc voilà, c'est important de laisser votre chien s'épanouir, de lui apprendre à vivre pour lui et non pas de vivre à travers vous. Ça, c'est extrêmement important. Voilà du coup pour ça. Du coup, on se retrouve pour la suite donc qui va concerner les départs, donc le moment de partir, comment préparer ça. On se retrouve donc pour les départs. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de partir dans un état d'esprit neutre. N'allez pas secouer les joues de Kiki en mode « Oh, je m'en vais mon Kiki, tu vas me manquer » ou n'allez pas faire 20 minutes de gratouille à Rex en jouant comme des fous avec lui parce que vous allez l'exciter et après ça, il va tout détruire pour essayer de descendre au niveau de son excitation que vous avez montée. Vraiment, faites en sorte d'être neutre. Il y a des chiens chez qui dire au revoir, ça va les aider. Dire bye bye, ça va faire en sorte de mettre un rituel de confiance. Ok, mon humain va revenir. Il y a des chiens chez qui ça va faire tout le contraire. Donc ça dépendra vraiment de l'individu que vous avez en face de vous. Il faut essayer pour voir, d'accord? Donc laissez une petite caméra. D'ailleurs, je vous le recommande de manière générale. Laissez une caméra pour regarder. Ça peut être un PC portable, ça peut être un téléphone, ça peut être une petite caméra. Il y en a à 40 € sur Internet. C'est pas non plus dramatique, quoi. Il y a de tout, on peut aller regarder. Il y a des solutions pour observer son chien lorsqu'il est seul pour savoir si tout va bien. D'ailleurs, je vous le recommande, même si votre chien ne fait pas d'anxiété de séparation, d'au moins filmer une fois avec votre PC ou avec votre téléphone pour être sûr qu'il ne soit pas pendant 20 minutes derrière la porte comme ça à attendre. Ça peut, voilà, on peut tomber sur une mauvaise surprise malheureusement, donc je vous recommande quand même de le vérifier. Voilà du coup pour ça. Donc partez dans un état d'esprit neutre, donc soit en disant bon, au revoir, soit en ne disant pas au revoir suivant comment il réagit votre chien. Mais vraiment la neutralité, c'est pas du au revoir je m'en vais ou du ouais je m'en vais. Non, c'est du bon bah bye, c'est bon, je vais au travail, ciao, passe une bonne journée. Voilà, c'est tout bye et pas d'émotion. Neutre, il faut que ça soit normal dans la tête de votre chien. Vous faites quelque chose de normal, il n'y a rien qui change du quotidien. C'est on peut plus normal. Si vous êtes convaincu par ça, votre chien il sera beaucoup plus facilement convaincu par le fait que ce soit normal et donc non effrayant que si vous y partez en tremblant vous aussi. Voilà. Ensuite, on va voir la gestion dans l'environnement, notamment pour les chiens qui sont destructeurs, ça va être très important. Faites en sorte de sécuriser les choses. N'allez pas laisser vos loups-boutins en plein milieu en espérant que Kiki n'aille pas vous les manger. Ça sert à rien de tenter le diable pour ça. Rangez-les. Ne laissez pas vos câbles électriques alors que vous savez très bien que Médor il va les bouffer. Vous le mettez en danger. Ne laissez pas le white spirit par terre alors que votre chien pourrait très bien s'empoisonner avec. Faites en sorte de sécuriser les lieux, d'être responsable, on va dire, voilà, ranger les choses, sécuriser les lieux, ça prend pas trop longtemps, ça vous permettra d'avoir une maison bien rangée, c'est déjà pas mal, et
Et voilà, ça va vous permettre d'avoir un chien qui déjà n'aura beaucoup moins de choses à détruire que lorsque il y a plein de trucs qui traînent et donc beaucoup moins de choses qui pourraient le mettre en danger. Ensuite, au niveau de la gestion de l'environnement, ce que je vous recommande et qu'on verra un petit peu après, ça va être de faire la technique du bar ouvert, on va le voir maintenant même, c'est-à-dire dans une situation qui fait peur, si je donne du plaisir que mon chien n'a jamais dans d'autres situations, mon chien va associer cette situation qui fait peur à quelque chose de plaisant. Alors attention, quand le stress est trop haut, mon chien ne prendra pas les activités que je vais lui proposer. D'accord? Donc peut-être qu'il y aura d'autres choses à travailler en parallèle, peut-être qu'il y aura besoin d'apaisants, de colliers adaptiles, de spray calmant, peut-être qu'il y aura besoin d'un accompagnement médicamenteux pour certains chiens. Donc d'ailleurs, si jamais vraiment vous ne sortez pas avec votre chien, n'hésitez pas à aller voir un vétérinaire et lui en parler. Peut-être qu'il aura de quoi un petit peu vous aider au niveau de ce qui peut être proposé en termes de fleurs de bac, colliers apaisants, produits médicamenteux. Donc ça sera plus un vétérinaire comportementaliste. Donc une fois que vous avez tout essayé, c'est quand même bien de se faire aider, mais il ne faut pas non plus tomber dans la facilité, si on veut. Mais ça peut être une bonne béquille si on veut pour réussir à remonter la pente pour certains chiens qui sont trop stressés. Donc voilà, certains chiens qui sont trop stressés ne prendront pas forcément ces activités-là, donc peut-être qu'il faudra également laisser, on va dire, nos méthodes se mettre en place convenablement avant que votre chien touche à ces objets-là. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais il faut quand même lui proposer. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre, je vous conseille quand même de lister les différents points dangereux si vous avez un chien destructeur. Donc par exemple, si vous avez un chien comme Sacha qui adore détruire les canapés, c'est son grand, il adore ça. Et ben vous allez mettre une activité juste devant le canapé, peut-être un tapis de fouille ou peut-être un truc à ronger puisqu'il aime bien déchiqueter les choses. Peut-être que vous allez proposer, je sais pas, moi Sacha il aime bien prendre les plaids et les secouer. Et ben là où il y a des zones à risque, où il peut prendre un plaid, ou si votre chien il aime bien par exemple bouffer les pieds de table, mettez-lui un Kong sous la table, vous embêtez pas plus loin. Mettez des activités ciblées, des espaces ciblés, mettez des choses variées. Si vous proposez qu'un petit tapis de fouille à votre chien ou à votre chiot, une fois qu'il aura fini, ça va être l'apocalypse. Voilà, tout simplement. Parce qu'il va se retrouver, merde, elle est plus là, puis il n'y a plus de bruit. Ça fait bizarre quand même. Et donc on va avoir un chien qui va entrer en panique parce qu'il aura rien d'autre à faire. Donc proposer une couchette. Aussi, ça va être sympa. Proposer un dodo confortable. Donc il y a des dodos apaisants, il y a des dodos plus ou moins grands, il y a des trucs en foufou, il y a des trucs plats, il y a des couffins, etc. Il y a des panières, il y a plein de choses. Il faut adapter suivant les goûts de votre chien. Moi je sais que Sacha, je lui mets un plaid, il est content, il m'emmerde plus. Donc voilà, ça dépendra vraiment de l'individu que vous avez face à vous. Mais voilà, mettre un dodo qui soit pas trop proche de la porte, mais pas trop éloigné quand même. Donc ça peut rassurer votre chien d'être proche de la porte, surtout pour les chiens qui restent devant la porte. De pouvoir se coucher là, de dire ok je l'attends, plutôt que d'avoir rien où se coucher et donc d'aboyer, gratter à la porte. Ça peut être vraiment sympa à mettre en place. Donc ça peut être une solution, mais proposez quelque chose où votre chien peut se reposer aisément, facilement, qu'il puisse y trouver facilement et que ça soit confortable pour qu'il ait envie de le faire. N'hésitez pas à lui mettre une activité de mastication vers son couchage également, pour qu'il se pose dessus, qu'il ronge et qu'il finisse par s'endormir parce que ça fatigue cette activité de mastication. Voilà, en tout cas répartissez plein de trucs, soyez astucieux, le groupe enrichissement mental du chien de compagnie pourra vous donner également pas mal de conseils là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous en avez besoin. Ensuite, ce que je vous conseille, moi, c'est d'adapter également l'environnement pour qu'il soit rassurant. Donc, rassurez votre chien. Donc, ça peut passer, comme je vous l'ai dit, par de l'adaptive ou par des diffuseurs, on va dire, de phytothérapie ou des choses à base de plantes qui sont plutôt soft. Pour les chiens qui sont vraiment en grosse anxiété de séparation, on peut parler d'accompagnement médicamenteux plus costaud. Donc, allez voir un spécialiste pour ça. Ne le faites pas des tambouilles vous-même. N'allez pas sans conseil, sans suivi, faire n'importe quoi. C'est important d'être suivi dans ce genre de cas parce que dans certains médicaments, on a besoin d'un sevrage. Comme chez l'humain. Et puis voilà, vous avez des fleurs de bac, il y a pas mal de solutions. Sinon, vraiment pour bosser l'environnement de base, je vous conseille, donc pas dans tous les cas, il y a certains chiens chez qui ça ne fonctionnera pas ou ça pourra les stresser plus, mais quand même de pouvoir mettre un petit son de fond. C'est-à-dire que si je fais plus de bruit là, ça paraît très bizarre. Faites plus de bruit chez vous, plus aucun bruit. C'est hyper stressant, ça peut être vraiment comme je le disais, il n'y a pas de méthode universelle, donc pour certains chiens, ça peut être extrêmement apaisant, il n'y a pas de bruit, qu'est-ce que je fais? Je m'endors. Donc Sacha par exemple, lui si je mets du bruit, il va être plus actif que si je n'en mets pas, donc par exemple lui je ne mets pas de bruit quand je pars, mais il y a des chiens, le fait d'avoir le vide comme ça, ça va vachement les stresser. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'essayer peut-être de mettre la radio. Alors attention à ce que vous mettez, n'allez pas vous amuser à mettre du rock, n'allez pas vous amuser à mettre Gulli. Mettez plutôt du classique ou des trucs vraiment apaisants en termes de musique, parce que si vous mettez des trucs qui punch, vous allez avoir un chien qui va puncher et vous allez
Vous n'allez pas forcément être punchant en rentrant, vous voyez. Ça va pas être super, on va dire. Donc faites en sorte de mettre quelque chose de calme si vous voulez avoir un chien calme. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de proposer des odeurs de l'humain qui est référente, c'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai déjà mis mon t-shirt dans le panier de Sacha, ça permet d'apaiser. Attendez-vous à ce que le t-shirt finisse en serpillière, mais ça peut, pour certains chiens, pour Sacha, je sais que si je le fais, ben voilà, il y a des trous partout. Mais ça peut être pas mal apaisant pour certains chiens d'avoir une espèce de doudou qui a votre odeur. Donc vous rechargez l'odeur de temps en temps. Quand vous allez sur le canapé, vous gardez le truc à côté de vous. Ça sent pas forcément la rose, mais au moins ça peut aider votre chien à se calmer et à s'apaiser. Et ça permet d'avoir vraiment une odeur référence. Pour les chiens qui montent sur le canapé, qui détruisent les coussins et autres, bien souvent ça peut être pour de la recherche de l'odeur de la personne référente. Donc de lui proposer une odeur, on va dire, alternative dans son panier, qu'il a le droit d'échiqueter comme il le veut et qui va le rassurer, c'est chouette. Ça peut être vraiment bien pour votre chien, je vous le recommande. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est au niveau de la lumière, notamment pour les chiots et les chiens qui ont peur du noir. Moi, Sacha a peur du noir. Oui, il a peur du noir. C'est assez marrant à dire, mais oui, les chiens peuvent avoir peur du noir. Donc, proposez une petite lumière si jamais vous éteignez enfin, si vous fermez les volets ou autre, ou vous travaillez de nuit, par exemple, proposez une veilleuse ou d'allumer une petite lumière, ça peut en rassurer pas mal. Moi, Sacha, ça l'a pas mal rassuré. Donc, ça existe, oui, la peur du noir chez le chien. Donc, ça peut être pas mal d'allumer la lumière. Voilà, du coup, au niveau de l'adaptation de l'environnement, n'hésitez pas à brouiller les sons de fond pour éviter qu'il y ait un truc qui fasse peur quand il y a un humain dans votre appartement qui fait du bruit, que votre chien se demande ce que c'est. Ça évitera également le non-son, en fait, le fait d'être vraiment dans un plat au niveau sonore et donc d'en avoir peur. L'odeur de l'humain pourra rassurer, la lumière allumée pourra rassurer. Ensuite, ce que je vous conseille par rapport à votre départ, surtout lors des retours, c'est d'être vraiment très calme, d'attendre que votre chien se pose avant d'aller lui porter attention. C'est-à-dire, alors n'allez pas ignorer votre chien, genre je te parle pas, je me tourne, je te regarde pas, je fronce les sourcils, non. N'allez pas repousser votre chien non plus, mais n'allez pas lui faire plein de papouilles, n'allez pas lui gratouiller le ventre, n'allez pas jouer comme des fous. Si vous faites ça, vous allez créer une sécrétion d'adrénaline chez votre chien, et votre chien il va attendre cette sécrétion d'adrénaline toute la journée, et dès que vous allez rentrer, ça va être l'apothéose, et à chaque fois, il va vous attendre derrière la porte comme ça quand vous partez, d'accord? Donc non, quand vous revenez, c'est normal, aussi normal que quand vous êtes parti. Il n'y a rien qu'à changer, tout va très bien, c'est la vie de tous les jours. Mais où est le problème? Il y a quelque chose qui a changé dans depuis que je suis partie? Non, il n'y a rien. Donc je reviens, j'attends que mon chien soit passé à autre chose et je lui fais des petites caresses et je lui fais des petits papouilles calmes. Si je suis calme, mon calme se contamine. Si je suis excitée ou stressée, ça se contamine beaucoup plus vite que le calme. C'est pas drôle sinon. Voilà du coup pour ça. On passe donc à l'entraînement où vous allez avoir quelques vidéos pour vous accompagner. On se retrouve donc pour la partie entraînement. Donc la première chose que je vous recommande, c'est de brouiller les rituels que vous avez au quotidien. Donc en tant qu'humain, bien souvent, on a plein de rituels. Donc on va peut-être dans l'ordre ou dans le désordre, s'habiller, aller se laver, on va aller prendre un café, on va aller sur notre téléphone. Certains vont peut-être aller sur le balcon fumer, il y en a d'autres qui vont, je sais pas, aller boire un thé, il y en a qui vont aller réveiller leur conjoint, il y en a qui vont aller sur l'ordinateur, etc. Mais prendre les clés aussi, on va voir, normalement on prend tous nos clés, on met nos chaussures, on va prendre notre veste, on prend nos sacs, puis on sort. Et ça, notre chien, il l'enregistre. Donc il enregistre l'ordre des choses, donc suivant comme je fais l'ordre, mais également toutes les subtilités, toutes les choses, toutes les petits éléments qu'on ne voit pas forcément et qu'on fait quand même par réflexe, parce que ça nous arrive tous les jours, ça, il va les enregistrer. Et il va anticiper ce qui va arriver par la suite. C'est-à-dire que si mon chien, quand je mets mes clés dans ma poche, quand je mets mes chaussures, quand je mets ma doudoune, quand je prends mon téléphone dans la poche, quand je prends mon sac de travail, il sait que je m'en vais, enfin la dernière fois je me suis en allée, il va anticiper le fait que je m'en aille et je vais me retrouver avec un chien qui va se retrouver dans une situation d'anxiété avant même que cette situation n'existe. Donc voilà, ça va nous amener des situations de stress, ça va nous amener un animal qui sera stressé, une émotion qui est déjà présente et qui est déjà haut placé, alors qu'on pourrait repartir sur un niveau émotionnel plus bas et plus stable, qui peut-être augmentera un petit peu, mais puis finira par se régulariser. Là, on est déjà sur un chien qui est hyper stressé avant même que ça arrive. Donc ça va être beaucoup plus compliqué à gérer que sur un chien qui est déjà calme quand on part. Donc moi, je vous recommande de vraiment tout brouiller. C'est-à-dire de prendre vos clés. Quand vous avez un moment où vous ne travaillez pas, faites ça plusieurs fois dans la journée, c'est important. C'est pas une fois dans le mois qu'il faut le faire. Tout ce que je vais vous conseiller dans l'entraînement, c'est plusieurs fois par jour. Vous allez prendre votre sac,
Vous allez aller dans la cuisine avec votre sac, puis vous allez prendre vos clés, vous allez les faire teinter un petit peu, vous allez dans la chambre, puis vous allez mettre vos chaussures et votre veste. Vous allez vous laver avec tout ça, donc vous allez les accrocher, vous lavez pas avec, hein. Vous allez, je sais pas, prendre votre téléphone, votre sac de travail, vous allez dans le bureau en fait finalement juste sur l'ordinateur, etc., etc. Pour votre chien en fait, ces situations-là, ces outils-là, ces détails-là, ben c'est banal quoi. C'est dans la vie de tous les jours, c'est pas grave, ça n'amène à rien de ni agréable ni désagréable. On peut faire en sorte que ça soit agréable, mais ça amènera, on va dire, du mouvement chez le chien, alors que nous, on veut surtout que notre chien soit calme et justement réagisse de manière neutre. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire en sorte que ça arrive de manière banale, sans forcément ajouter de renforcement positif à ça. Donc voilà, brouillez vos rituels, ça va pas mal vous aider au quotidien, donc pas forcément quand vous partez, n'allez pas faire tout à l'envers quand vous partez, partir avec la veste sous le bras et les chaussures pas encore mises, hein. Mais quand justement vous ne partez pas, que c'est un moment où vous restez à la maison, bah faites des mélanges de rituels, de manière à ce que votre chien il voit que ça n'est que ni tête, et donc ça sert à rien d'y prêter attention. Voilà du coup pour ce premier conseil sur la partie entraînement. Ensuite, je vais vous parler des faux départs. Les faux départs, donc c'est une partie qui est assez importante. Moi, je conseille deux types de faux départs. Donc les départs multiples, donc ça va être représenté par le fait de sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Vous sortez prendre une clope, vous sortez aller chercher votre téléphone dans la voiture, vous descendez, vous remontez, vous sortez dire 2-3 trucs aux voisins, mais vraiment pas longtemps, hein, quelques secondes, vous remontez, vraiment pour que votre chien vous voyez rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Bon, il n'y a rien qui se passe, donc je vais me coucher, puis je me repose. Voilà, tout simplement, que ça devienne banal, que ça devienne vraiment facile, il n'y a rien qui se passe. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait y prêter attention si c'était tous les jours, tout le temps, que ce foutu humain, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Et bien, qu'il sorte et qu'il rentre, moi je vais me poser. Et on peut proposer des activités d'indépendance à notre chien pendant que nous on fait ça. Ça va nous permettre d'avoir un chien qui prête pas attention et donc qui va renforcer le fait de ne pas être stressé, donc le fait de prendre du plaisir dans ce genre de contexte où je pars et je reviens. On peut jouer avec la poignée de la porte aussi, passer, appuyer sur la poignée, ouvrir la porte, fermer la porte, s'en aller. Plusieurs fois dans la journée pour les chiens qui réagissent beaucoup à la poignée de la porte. Voilà, on peut faire pas mal de choses au niveau de ces départs multiples. Ensuite, comme départ, autre faux départ que je vous recommande, ça va être le départ unique. Donc ça, c'est assez compliqué, donc je vais vous montrer avec Sacha comment est-ce qu'on va faire. Donc je vais vous faire une petite vidéo explicative où vous voyez vraiment comment ça se passe avec Sacha, de manière à ce que vous compreniez mieux. Le principe, en fait, c'est de noter. Donc prenez votre petit calepin et puis vous allez noter, je sais que mon chien arrive à rester seul tant de secondes, tant de minutes, tant d'heures, voilà. Donc vous mettez cette valeur-là, vous êtes sûr que c'est la base minimum sur laquelle il arrive à rester seul. D'accord? Par exemple, je fais un gros exemple. Hein. Max sait rester 5 minutes seul. À partir de 6 minutes, il se met à hurler et à tout détruire. Voilà. Ou même il se met juste à tourner en rond, il n'est pas à l'aise au bout de 5 minutes. Le mieux, c'est d'éviter d'attendre que ça aille trop loin. Eh bien Max, je vais faire en sorte de travailler la valeur de faux départ à 3 ou 4 minutes, de manière à ce que ce soit une valeur qu'il maîtrise et que ça ne le mette pas dans une situation d'anxiété. Donc je vais simplement sortir en faisant semblant de m'habiller. Donc cet exercice-là, vous pouvez le travailler, comme je le disais tout à l'heure, sur des portes aléatoires de la maison. Donc moi, Sacha, par exemple, avait cet espace-là pour apprendre à rester seul. Donc au début, j'ai travaillé qu'avec cette porte-là, donc celle-ci. Voilà. Et par la suite, je l'ai travaillé avec la porte d'entrée. Donc vous pouvez faire ça. Soit vous laissez votre chien dans une pièce si jamais vous avez peur qu'il fasse trop de bêtises. Donc ça peut arriver. Je préfère qu'un chien soit dans une pièce plutôt que dans une cage, on va dire. Mais voilà, donc faire en sorte d'avoir une pièce attitrée, vous êtes sûr qu'il ne peut pas se mettre en danger pour commencer. Et une fois que vous avez fait en sorte que votre chien adopte cette pièce, qu'il rentre de lui-même, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il ait ses croquettes dedans, il sait que c'est sa pièce, que c'est cool et que c'est pas obligé d'y rentrer dedans, et ben à partir du moment où il est à l'aise et qu'il sait y rester de par lui-même, à force de travailler les faux départs, vous pourrez travailler avec la porte d'entrée. Voilà, tout simplement. Donc moi, comment j'y travaille, ce genre de choses, donc vous allez voir avec la vidéo de Sacha après, c'est très simple, en fait, je vais partir le temps que mon chien arrive à rester. Donc par exemple, si mon chien arrive à rester 15 secondes tout seul, après il se met à tourner en rond, il est pas bien, il hurle, et ben je vais partir 10 secondes. J'ouvre la porte, je m'en vais, je ferme la porte, donc je peux m'habiller en entier, ou si je fais vraiment que dans une pièce, mon chien il s'en fout parce qu'après je me prépare derrière, donc il me voit jamais me préparer, Sacha par exemple, quand je travaillais comme ça. Eh bien, je fermais ma porte en fait pendant 10 secondes, puis je réouvrais, puis je jetais une friandise, puis je refermais pendant 11 secondes, puis je réouvrais, puis je jetais une friandise. Je restais encore une ou deux fois sur 11 secondes pour être sûr que ça soit acquis, puis 12 secondes, puis 13 secondes, puis 14 secondes, puis 15 secondes, puis après je passais de 15 à 16, 17, 18, 19, 20, puis après je faisais 20 à 25, 25 à 30, 30 à 40, 40 à 50,
1 minute, 1 minute et 10 secondes, 1 minute et 20 secondes, 1 minute et 30 secondes, etc. Et j'augmentais le temps en fait où je laissais dans la pièce. Et quand j'ouvrais ma porte et que je lui donnais une friandise, je ne lui donnais pas dans la bouche, déjà je lui jetais par terre pour vraiment qu'il se débrouille, que c'est fasse une coupure. C'est pas parce que je suis rentrée qu'il faut prendre du plaisir, c'est parce que t'es resté tout seul. Donc on ouvre, on jette, on ferme. On compte tant de secondes avec le téléphone, n'allez pas faire de tête. Vous rouvrez, hop, vous rejetez, vous fermez. Si votre chien n'y arrive pas, si votre chien revient en arrière, si votre chien est en difficulté, ne le laissez pas aller en détresse, ne le laissez pas aller en échec. Il ne faut en aucun cas, pendant les exercices que je vous propose, quel que soit l'exercice, que votre chien couine, que votre chien pleure, que votre chien aboie, que votre chien casse des choses, que votre chien tourne en rond. D'accord ? Le chien doit être bien dans cette valeur-là, il faut vraiment que ça soit chouette pour lui. On est en train de créer du plaisir, on désensibilise le fait d'être seul. On apprend l'autonomie avec tous les exercices que je vous ai donnés avant, et là on apprend en fait à être à l'aise dans cet espace, en fait, tout simplement. Donc, il faut travailler progressivement, vraiment progressivement, faire en sorte que votre chien soit à un niveau qui lui est accessible. Donc, progressivement, je vais travailler, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Si mon chien arrive à rester 15 secondes tout seul, je ne vais pas m'amuser à faire 15 secondes ou 16 secondes d'un coup. Je vais travailler à 10, puis j'augmente, puis j'augmente, puis j'augmente, puis j'augmente. Si le lendemain, je sais que la dernière fois, je m'étais arrêtée à 30 secondes, et bien plutôt que reprendre à 30 secondes, je vais reprendre à 20 secondes. Et si je vois que c'est trop, et ben je reprendrai peut-être à 10 ou 15 secondes. C'est pas grave, il faut augmenter progressivement. De ces 30 secondes, vous passerez à 1 minute, de ces 1 minute, vous passerez à 2 minutes, de ces 2 minutes à 5, de ces 5 à 10, de ces 10 à 30, de ces 30 à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures. Sacha, il peut rester 8 heures tout seul. Voilà. Alors que c'était un chien qui me cassait tout, alors que c'était un chien qui aboyait, alors que c'était un chien qui grattait la porte, je peux vous jurer que la porte, elle était limée derrière. C'est compliqué à faire parce que ça prend du temps. Donc entre-temps, faites garder votre chien, faites-vous aider il y a des pet sitters qui le font, il y a des visites à domicile. Donc il y a des personnes qui sont diplômées qui le font. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir des personnes qui sont vraiment connaisseurs du chien plutôt que d'aller voir des petits gamins de 16 ans qui n'y connaissent pas forcément grand-chose et qui pourront vous créer des difficultés. En plus, il n'y a pas forcément d'assurance, donc le moindre problème, c'est compliqué, on va dire. Voilà, de voir que des personnes formées qui sont un diplôme et qui sont assurées surtout, c'est ça qui est important. Il y a des organismes qui gardent votre chien, qui peuvent les socialiser en même temps. Il y a des petites pensions familiales, donc je vous déconseille les pensions en box tout de même. Le chien n'est pas forcément bien en box, ayant travaillé 2 ans en pension box, je sais ce que ça donne sur le chien, c'est pas forcément l'idéal. Et puis voilà, faites en sorte de le faire garder si vous n'avez pas le temps, on va dire, de bosser ça super vite parce que vous n'avez pas pris de vacances ou autre. Je sais par exemple que j'ai un chiot chihuahua en ce moment. D'ailleurs, si tu passes, Roxane, je te fais coucou. Eh bien, ce chiot chihuahua là, ça fait 1 mois qu'on travaille, on a eu des difficultés parce qu'il y a eu des consignes qui ont mal été comprises et donc ça a été mal appliqué. Il y a eu des détresses parce que voilà, la famille n'avait pas bien compris et pensait que il fallait augmenter les valeurs et que le chiot couinait, c'était pas très grave en fait, qu'il fallait continuer en fait à augmenter les valeurs, qu'il allait s'habituer. Il n'avait pas compris l'exercice que j'avais proposé. Et donc ils se sont retrouvés après plusieurs semaines de travail avec un chien qui était toujours en détresse, si ce n'était plus du coup, puisque on n'avait pas respecté les capacités d'évolution de ce chien là. Et bien du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait appel à la famille qui est venue le garder. Donc maintenant, il est sous gardiennage. Si on veut, il est gardé par d'autres personnes, ce qui nous permet à côté de travailler à augmenter nos valeurs pour que le chien puisse rester en autonomie tout seul à l'âge adulte. Voilà, donc il faut pouvoir se donner les moyens à côté de faire garder le chien si on n'a pas la possibilité de travailler tout d'un coup ou si notre chien a besoin de plus de temps. Ce chien-là est sensible, c'est un chien qui déjà a peur de pas mal de choses, qui a besoin d'un temps d'adaptation. Et bien ce chien-là, on va lui laisser ce temps-là pour pouvoir travailler comme il faut à son rythme. Et ça, c'est très important. Donc je vais vous montrer du coup, maintenant après cette petite aparté, comment ça se passe sur Sacha exactement cet exercice-là.
point de cette vidéo, donc les erreurs à éviter, ce que je vous déconseille vivement de faire. Donc la première chose que je vous déconseille, c'est d'utiliser la cage pour résoudre des problèmes de propreté, des problèmes de destruction ou autres. Pourquoi? Tout simplement parce que bien souvent, des personnes vont vous dire « Ah mais ça rassure un petit espace, regarde, ça fait comme une petite grotte. » Est-ce que vous avez déjà vu un chien entrer dans une grotte fermée? Est-ce que vous avez déjà vu un chien entrer dans une grotte? Mais même un loup ou une autre bestiole, est-ce que la grotte est fermée? Non. Ça peut aider à un milieu restreint, mais quand le chien peut y aller de lui-même, pas quand on lui impose. D'accord? Donc une cage fermée, à part mettre le problème dans la cage avec le chien, donc on va traiter le symptôme. Le symptôme, c'est la destruction. Le symptôme, c'est ce qui déplaît à l'humain et ce qu'on va mettre en cage avec le chien. Donc on supprime le symptôme, il détruit plus le chien, il peut plus, il est dans la cage. D'accord? Peut-être qu'il va lui rentrer de lui-même, puisque de toute manière, il sait très bien qu'il n'aura pas le choix. Donc il va finir par y rentrer de lui-même. C'est pas une raison. Le fait qu'il y rentre lui-même ne veut pas dire qu'il aime ça. Vous allez au travail de vous-même. Est-ce que vous avez envie d'aller au travail? Non. Vous êtes obligé, vous savez que c'est comme ça, donc vous y allez, vous vous résignez. Ben, c'est pareil chez le chien. Donc voilà, c'était un bon exemple, je trouve. Donc faire en sorte de... moi j'ai une cage par exemple pour Sacha, mais qui n'est pas une cage de solitude ou autre. Hein. C'est une cage, voilà, je suis désolée, c'est un peu... j'ai tous les trucs des animaux là-bas. Donc c'est une cage en fait tout simplement qui me sert lorsque je vais garder, comme Sacha il fait de la protection de ressources, plutôt que de tenter le diable à ce qu'il y ait une gamelle et qu'il y ait les gamins qui mettent les mains dans la gamelle, comme c'est un chien qui a beaucoup manqué de nourriture étant plus jeune. Et voilà, qui fait de la protection de ressources sur tout le monde sauf moi, parce que j'ai travaillé, mais je peux pas travailler avec tout le monde malheureusement, hein. On prend la cage, on lui donne à manger dedans, puis la cage elle reste ouverte le reste du temps, donc cette partie-là est tout le temps ouverte. J'ai deux parties que je peux ouvrir, j'ouvre celle-ci, c'est plus simple et plus pratique, ça prend moins de place. Et donc c'est ouvert et il peut se mettre dedans, donc avec le fameux plaid qu'il adore. Et voilà, donc il rentre, il sort, il fait ce qu'il veut, c'est son panier si on veut. Mais au grand jamais, je n'enferme mon chien à l'intérieur de ce panier. C'est un panier. Une grotte ne se ferme pas. L'animal est censé pouvoir sortir et entrer. Si ça rassure votre chien d'être dans un espace restreint, vous pouvez mettre un plaid sur une cage, mais laissez cette foutue cage ouverte. Si vous êtes obligé de fermer la cage pour éviter d'avoir des destructions, c'est que vous mettez le problème dans la cage avec le chien et vous le laissez dans sa merde, votre chien. Il ne faut pas faire ça, d'accord? C'est rassurant pour l'humain, mais c'est de l'égoïsme pour le chien, parce que vous êtes soulagé, mais votre chien il est dans la merde et vous le laissez dans cette merde. Donc je vous le déconseille fortement d'utiliser une cage comme solution pour l'anxiété de séparation, comme punition ou autre. Ça sert à rien à part mettre votre chien dans une difficulté alors qu'il en est déjà dans quelque chose de pas mal stressant pour lui. L'autre chose que je vous déconseille, c'est d'utiliser une muselière. Oui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des muselières pour éviter la destruction chez le chien. Remarquez, c'est plus sympa qu'une cage, mais mettre une muselière à un chien, lorsque vous partez au travail, ça enlève, c'est pareil que la cage, sauf qu'il peut un peu mieux se déplacer, donc c'est un peu mieux, mais imaginez qu'avec une muselière, vous n'enlevez pas le problème de stress de votre chien. Hein. Avec la muselière, vous l'empêchez déjà de s'occuper, donc d'utiliser des activités sympas à faire autour, donc il a le droit de se servir. Vous ne facilitez pas, on va dire, son confort, parce que se coucher avec une muselière, c'est pas chouette, malgré que moi j'utilise la muselière pour travailler. Hein. On va dire que pour les balades ou autres, c'est cool, mais pour rester couché, se reposer, c'est pas chouette quoi d'avoir une muselière. Ça dépend le format, mais bon, c'est jamais chouette d'avoir un truc qui vous bloque la mâchoire ou qui appuie sur votre cou, quoi. On va dire quand vous êtes couché. Et puis, ça enlève que les symptômes, quoi. Votre chien, il détruit plus parce qu'il peut plus détruire. Ça veut pas dire parce qu'il n'a plus besoin de détruire. Le besoin est toujours là parce que votre chien est toujours stressé. Donc, ça reste pour moi de l'égoïsme. Le collier électrique, le collier spray, le collier vibrant, le collier. Il y en a plein des colliers, mais le principe est le même. C'est je supprime les symptômes pour le confort de l'humain, mais mon chien est toujours dans la merde. Voilà, tout simplement, c'est pareil. Donc le collier électrique, ça fait mal. Le collier à spray, ça laisse des produits dans les moustaches pendant plusieurs jours derrière, donc notre chien, il n'en peut plus d'avoir ça dans les moustaches. Le collier vibrant, ça fait peur. Il y en a certains, ça leur fait rien du tout. Mais dans tous les cas, le symptôme est supprimé, vous êtes bien content, mais le chien, lui, derrière, il est toujours dans sa merde. Donc je vous le déconseille également. Il faut traiter la problématique et non pas le symptôme. Autre point avec qui j'ai discuté tout à l'heure, donc le point de la détresse acquise chez le chien. On ne laisse jamais un chien pleurer en se disant que ça va l'aider. On ne laisse jamais un chien pleurer en se disant que c'est du patafoin et que ça va lui passer ou qu'il va s'habituer. Si votre chien est mal au point d'en couiner, donc il y a des chiens qui font des patafoins, qui vont gratter à la vitre parce qu'ils ont envie de rentrer et qu'ils ont appris que quand ils couinent et quand ils grattent un peu, ça vous agace et vous ouvrez la porte. Ça oui, ça existe. Mais un chien qui pleure parce qu'il a peur, ne le laissez pas dans sa merde. Comme je vous l'expliquais de tout à l'heure,
vous lui apprenez simplement à avoir encore plus peur de ces situations-là et à avoir moins confiance en vous puisque vous ne l'aidez pas alors qu'il sait pertinemment que vous êtes dans la pièce d'à côté et que vous êtes capable d'ouvrir la porte. Donc faut pas, non, laisser un chien dans la détresse. Il y a eu quand même un conseil d'un vétérinaire comportementaliste comme ça me sidère. Voilà, c'est un conseil qui a été donné donc à une des familles que j'accompagne. Et franchement, non, je comprends pas pourquoi c'est possible que ça existe encore ce genre de conseil. On dit que le chien est anxieux, donc ça veut dire qu'on sous-entend qu'il a peur. Et donc comment on résout cette anxiété? En le laissant dans la merde. Mettez un arachnophobe dans les araignées jusqu'à ce qu'il arrête de crier. Ça va prendre plusieurs jours, hein, mais il va s'arrêter de crier puisqu'il va comprendre qu'il peut rien faire d'autre. Et qu'il aura tellement peur qu'il sera tétanisé. Laissez une personne qui a peur dans le noir. Laissez-le dans le noir. Puis quand il aura arrêté de crier parce qu'il a plus de voix, là oui, peut-être qu'il va ne plus crier, mais ça sera pas parce qu'il a plus peur, ça sera simplement parce qu'il aura plus de voix ou parce qu'il sera dans une détresse tellement grande qu'on appellera ça la détresse acquise, et c'est le chien en fait, tout simplement, il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Donc il va se taire, il sera dans une détresse tellement forte, c'est de la maltraitance psychologique, qui sera dans un état tellement énorme en termes d'émotion qu'à un moment ça sort plus. Et on a un chien qui rentre en détresse, qui va se refermer sur lui-même, tout simplement. On éteint le chien. Et malheureusement, c'est une des pires choses qu'on puisse faire pour un chien. Parce qu'un chien, voilà, qui n'est pas éteint, il peut se défendre. Parce qu'un chien qui n'est pas éteint, il peut montrer qu'il va mal. Un chien qui est éteint, il est éteint. C'est un tapis, c'est une serviette. Et toute sa vie, il va être éteint. On peut modifier les choses, on peut aider ce chien-là. Mais ce chien-là, il a tellement peur, il a tellement mal, il est tellement pas bien que il a décidé de ne plus bouger. Vous vous rendez compte quand même de la détresse intense chez ce chien-là pour qu'il arrive à ce point-là? Donc c'est pour ça que ça m'insupporte de savoir qu'un vétérinaire comportementaliste est capable de préconiser ce genre de choses. Voilà du coup pour ça, c'était mon petit coup de gueule du soir. Je pense que du coup pour cette vidéo on en a fini. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des petits conseils, n'hésitez surtout pas. Donc c'est une vidéo que j'ai fait assez vite pour aider assez tôt quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Donc j'espère que ça pourrait en aider pas mal autour. Si jamais, je referai sûrement cette vidéo un peu plus cadrée, un peu plus structurée un peu plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps. En tout cas, voilà les conseils que je voulais vous donner, grosso modo. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Ça me permet de savoir que vous me soutenez, ça me permet de voir que ça vous plaît, ça me permet de me motiver, parce que mine de rien, ça m'a presque pris 2 heures. Puis j'ai encore le montage, donc ça va me prendre peut-être 3 heures. Pas en plus, hein, mais ça va me prendre du temps, puis il faut la télécharger, etc. C'est assez... faire 10 vidéos, voilà, c'est assez compliqué, on va dire. Donc ça me permet de me dire que ça aide du monde et ça me fait plaisir